Bienvenue à la première édition des rencontres de l'écologie politique organisées par Etopia cette année au Bel à Tour et Taxi. Nous avons un programme magnifique sur 3 journées que vous aurez l'occasion de suivre par Facebook Live et à la radio Etopia. Et nous vous inviterons aussi par la suite à regarder les rediffusions des ateliers qui ne pourront pas être diffusés en direct. Je suis pour ce premier atelier, pour cette première conférence des rencontres de l'écologie politique, en compagnie de Jérémy Désir. Bonjour. Bonjour, merci. Vous venez de publier Faire sauter la banque, le rôle de la finance dans le désastre écologique aux éditions Divergence. Et je suis ravie de vous avoir parmi nous pour parler de ce bel ouvrage. Merci pour l'invitation, Sophie. Peut-être pouvez-vous commencer par nous résumer votre parcours depuis vos études jusqu'à aujourd'hui? Tout à fait. Alors, mes études s'articulent principalement autour des mathématiques. J'ai commencé donc avec ce qu'on appelle une classe préparatoire en France qui mène donc aux grandes écoles d'ingénieurs. Et je me suis spécialisé une fois dans cette école en sciences des données, donc tout ce qui est l'intelligence artificielle, le big data, un peu les termes un peu à la mode aujourd'hui qu'on utilise. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dessous au niveau statistique, mathématiques et informatique. Donc, je me suis spécialisé là-dedans, pour ensuite bifurquer vers la finance même quantitative, donc une dimension voilà, très matheuse, avec beaucoup de modélisation. Et plusieurs stages m'ont emmené donc d'un département des risques au Crédit Mutuel jusqu'à donc un fonds d'investissement à Londres, où j'ai pu justement mettre en application mes compétences en sciences des données sur des problèmes de trading et d'algorithmie, pour ensuite finir donc en un poste permanent à HSBC, où j'ai travaillé donc en tant que cadre pour une durée d'1 an à Londres. D'accord. Et depuis 1 an, vous avez quitté la banque, si j'ai bien compris. Exactement, voilà. Donc ça fait 1 an que donc j'ai présenté ma démission justement après avoir, on en reparlera, eu cette prise de conscience écologique qui m'a fait pousser en interne un certain agenda, un rapport que j'ai transmis à mes supérieurs pour justement les alerter. Et justement, il y avait à la fois eu un constat, un état des lieux, mais aussi donc plusieurs propositions, suggestions d'actions échelonnées par degré de faisabilité. Et vraiment, étant donné la surdité, le mur que j'ai rencontré et le déni en quelque sorte que j'ai rencontré de la part de mes supérieurs, j'ai décidé de faire du bruit pour alerter l'opinion, mais aussi pour alerter ma profession. Et donc j'ai démissionné le 29 juillet 2019 d'HSBC publiquement, avec une lettre ouverte publiée sur certains réseaux sociaux. D'accord. Et lorsque vous étiez à HSBC, comment participiez-vous à la surveillance des algorithmes de haute fréquence? Quels étaient peut-être les critères, les limites de cette surveillance et dans quelle mesure les limites planétaires pouvaient-elles être prises en compte dans la surveillance des algorithmes? Alors, donc les critères sur lesquels je devais évaluer un algorithme à HSBC, il y en avait 5. Donc je devais donner une note sur chacun de ces 5 critères et ensuite donner une note globale à l'algorithme. Donc il faut savoir que le trader, lui, a quelques semaines, voire 1 mois ou 2 maximum pour faire un algorithme. Il passe au suivant juste après. Moi, mon équipe, qui était une équipe donc de supervision, nous avions un peu plus longtemps, nous avions à peu près 6 mois par algorithme pour vraiment décortiquer tous les rouages et essayer de l'améliorer, essayer de le comprendre vraiment en profondeur. Donc les 5 critères très rapidement, donc c'était la qualité des données, voir s'il n'y avait pas des données redondantes, si elles étaient bien temporellement, elles étaient bien les unes à la suite des autres, elles faisaient sens chronologiquement. Il y avait, donc ça c'est le premier critère, il y avait un critère donc de performance. Est-ce que il rapportait assez d'argent? Est-ce qu'il ne perdait pas d'argent? Donc est-ce qu'il pouvait faire des prédictions qui avaient du sens? Donc ça c'était une étude statistique, ce qu'on appelle des tests statistiques qui me permettent de dire si l'algorithme fait du sens. Il y avait donc la qualité de la documentation. Donc, est-ce que les traders nous fournissent assez d'informations pour vraiment pouvoir répliquer entièrement leur algorithme de manière indépendante? Donc, on s'appelait la supervision indépendante de modèles. Donc, on devait théoriquement être capable de le reproduire à 100% juste avec la documentation du trader et les données appropriées. Il y avait donc l'implémentation, ce 4e critère. Donc, comment est-ce que l'algorithme, depuis ma machine, mon ordinateur et mon code informatique jusqu'à la bourse, comment est-ce que c'est implémenté, donc toutes les étapes d'implémentation informatique, on va dire tout le réseau, toute la chaîne. Et la dernière, c'était la gouvernance, donc c'est-à-dire la dimension juridique de l'algorithme.
Et donc sur ces 5 critères donc, sur lesquels je devais donner une note, il y avait ensuite une note globale qui devait, donc A, B, C, D, E, A étant la meilleure note, et en dessous de laquelle, normalement, l'algorithme n'avait pas le droit d'entrer, comme on dit, en production, c'est-à-dire n'avait pas le droit d'être mis en live, en direct sur les marchés. Parce qu'il faut savoir, il y a une phase très longue où on fait tourner l'algorithme normalement en interne, juste on fait des simulations en interne, et il ne prend pas de risque. Et il y a une phase où, voilà, une fois qu'on le lance, une fois qu'on est sûr de nous, on peut le lancer, et puis là, il interagit vraiment avec d'autres acteurs de marché, et puis il prend des risques, donc il peut faire perdre de l'argent à la banque potentiellement. Et donc, en dessous d'une certaine note, nous, les évaluateurs, les superviseurs indépendants, on pouvait, normalement, théoriquement, empêcher un algorithme d'aller sur le marché si on le considérait comme trop risqué. Et c'était le cas pour le mien. En ayant fait donc pendant 6 mois tous les calculs nécessaires, toutes les modélisations, tous les tests statistiques nécessaires autour d'un algorithme que j'avais sur donc, des devises, je constate que certaines valeurs sont aberrantes, que certains calculs ne font aucun sens. Du coup, je commence à alerter donc mon supérieur direct, qui était le superviseur en chef donc, du trading algorithmique à l'échelle mondiale, hein, qui avait passé 10-15 ans dans le trading, qui avait un doctorat en physique des cordes, qui était très compétent et beaucoup plus senior que moi. Donc, ce n'était pas tout seul que j'ai pris cette décision au bout d'un an de mettre une note rédhibitoire à l'algorithme. Et mon supérieur a tout à fait compris, était d'accord avec moi qu'il y avait vraiment des aberrations mathématiques qui vraiment faisaient que l'algorithme était risqué. Et quand on en fait part au trader, celui-ci nous dit que non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, que cet algorithme est un algorithme, donc un modèle fils qui appartient à une architecture père qui, elle, est tout à fait aux normes, et que dans tous les cas, il faut le lancer le plus vite possible sur le marché pour voir comment il réagit. Et donc, en fait, tout ça pour dire que voilà, sous ce simulacre, un petit peu, cette mascarade d'évaluation indépendante technique que nous avions faite, le trader, en fait, avait le dessus, alors que techniquement, statistiquement, c'était plutôt, la raison était plutôt de notre côté. Mais pour des raisons économiques, pour des raisons aussi financières pour le trader, parce que plus il génère d'algorithmes, plus son bonus est impacté par ça, c'est lui qui avait le dernier mot, en fait. Peu importe notre vision. Et vous savez si c'est le cas pour d'autres collègues que vous? Parce que vous citez un exemple ici, mais Ouais. peut-être c'était généralisé dans le département où vous travaillez? Je sais que je n'ai jamais entendu, en tout cas, de bras de fer entre les superviseurs qui sont censés, donc la régulation interne des banques, et ceux qui créent les modèles. J'ai jamais entendu de bras de fer qui aurait été à l'avantage du superviseur. Généralement, j'ai eu plusieurs exemples aussi où certains traders ont rajouté des complexités à certains modèles, et mon superviseur, qui ne comprenait pas ces complexités et qui pensait qu'il fallait faire une étude plus poussée, c'est tout de suite ravisé, qu'on lui a dit non, mais il y a des raisons marketing derrière, il faut absolument qu'on rajoute ce modèle hyper complexe qui fait penser au big data, qui était donc, pour le détail, un réseau de neurones, donc c'est quelque chose qui appartient à l'intelligence artificielle et qui marketingement sonne beaucoup aux oreilles des clients. Même si c'était risqué, qu'on n'avait pas fait d'évaluation indépendante, on l'a tout de suite rajouté et ça a pu partir en production immédiatement. Donc j'ai eu plusieurs comme ça petits exemples où vraiment c'était on va dire le trader qui est en haut de la chaîne alimentaire qui n'a plus aucun garde-fou en fait. Même les garde-fous internes sautent complètement et sont juste là pour faire des rapports assez creux. C'est juste un rapport de façade. Et donc j'ai plusieurs exemples où même si je suis resté qu'un an, que ce soit mes collègues, leur retour ou que ce soit mon expérience personnelle, vraiment il y a une impression un peu d'impunité, de toute puissance alors que techniquement, elle n'est pas forcément justifiée de la part des traders. D'accord, donc ça c'est une première limite, c'est que la surveillance en interne, du coup, n'a pas l'air de fonctionner, quoi. Tout à fait. Elle est vraiment, je pense, là pour vraiment peut-être rassurer l'opinion publique et faire croire aux gens que la régulation, l'autorégulation que les autorités ont permis aux banques, étant donné qu'elles n'avaient pas ni les capacités humaines, légales, législatives, matérielles, de véritablement cerner les banques, leur travail, et de le comprendre, parce que voilà, c'est complètement disproportionné les moyens qu'a le privé par rapport au public, par rapport à la régulation. Du coup, le public a dit, les pouvoirs publics ont dit, les banques vont pouvoir s'autoréguler, mais de temps en temps, on fera un contrôle pour voir si l'autorégulation est bonne. Et je pense, c'est mon point de vue sur cette affaire, c'est que mon poste, qui était assez fictif, en fait, servait juste à rassurer, à créer des rapports
un peu coquille vide parce qu'au final, ils étaient inconséquents, mais il y avait des rapports qui étaient là. Et donc, les autorités publiques, si demain on a un audit externe, pourront voir, ah, il y a quand même des rapports qui ont été faits, il y a quand même des études qui ont été faites, donc c'est bon, l'autorégulation est là. Mais au final, c'était quelque chose de très superficiel et qui était inconséquent de tout ce que j'ai pu observer dans mon expérience. D'accord, donc ça c'est un premier glas qui sonne pour vous au bout de 6 mois de travail, de voir que en fait votre travail n'a quelque part servi à rien. C'est ça. Euh, mais à cette époque-là, est-ce que vous pensiez déjà aux questions écologiques et dans quelle mesure les limites planétaires pouvaient servir de critères d'évaluation? Ce n'est pas dans les critères que vous m'avez cités, Tout à fait. mais est-ce que ça pouvait être intégré dans un des critères? Et bien justement, c'est là où l'écologie a commencé à pointer le bout de son nez dans ma vie, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que, enfin voilà, c'est rien que pour des critères, en fait, rien qu'en jouant avec leurs propres critères, donc qui sont les 5 que je citais tout à l'heure, qui sont purement techniques, statistiques et autour d'un modèle financier de prédiction, même avec leurs propres règles, en fait, ils ne jouent pas le jeu. Et donc, une fois on va dire, c'est rentré dans ma vie dans le sens où plusieurs événements extérieurs à la banque qui n'avaient rien à voir avec mon métier m'ont perturbé, que ce soit donc en France la démission du ministre de l'écologie de l'époque, Nicolas Hulot, les grèves pour le climat initiées par Greta Thunberg, les gilets jaunes aussi qui ont réagi à une taxe sur les carburants en France, ou Extinction Rebellion qui a eu lieu, enfin tous ces événements se sont passés à quelques mois d'écart quand j'arrivais à HSBC, en fait, en octobre 2018. Et c'est là où, en fait, à partir de début de l'année d'après, donc une fois que j'avais fini ce premier algorithme où voilà, j'ai eu une première désillusion, etc. Autour d'avril, donc, je prends part physiquement à un blocage, une manifestation d'Extinction Rebellion à Londres, où on bloque le Parlement britannique. Et c'est là que pour la première fois, j'entends parler du GIEC. Pendant toutes mes études, j'ai jamais eu besoin de savoir quoi que ce soit là-dessus, comme si l'écologie, le climat, l'énergie étaient des sujets complètement inutiles pour se hisser à des positions scientifiques de haut niveau, et en particulier en finance. Et c'est là où j'entends parler, voilà, il nous reste 10 ans, 12 ans avant que le climat s'emballe et qu'on on ne puisse plus avoir d'action, que l'homme ne puisse plus avoir d'action sur l'emballement climatique, les sécheresses à répétition, les inondations. J'entends pour la première fois parler de tous ces thèmes. Et c'est là que je commence un peu à interroger mon travail et à essayer justement de mettre en parallèle la crise écologique climatique et le métier de trading en particulier haute fréquence. Et c'est que là, je commence à me poser la question, bah justement, comment intégrer des métriques qui intègrent justement les limites planétaires à mes modèles de trading. Et c'est là où je me demande, voilà, est-ce que voilà, les achats-ventes, donc il faut savoir que moi en plus c'est du trading qu'on appelle haute fréquence, donc c'est-à-dire que c'est des passages d'ordre, donc d'achat ou de vente à la milliseconde, du coup voilà, sur lesquels on ne peut vraiment avoir aucune vision globale. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle des microstructures, donc c'est vraiment le fonctionnement microscopique du marché d'une milliseconde à l'autre, donc où il y a beaucoup de bruit en fait, comme on appelle, c'est-à-dire des signaux qui ne sont pas du tout signifiants, mais qui agitent les marchés. Et donc c'est vraiment là où voilà, le long terme est évidemment quelque chose de complètement abstrait et même inconnu pour la plupart des gens qui travaillent dans ce milieu. Et je me dis, ben voilà, comment intégrer ces limites planétaires? Comment voir est-ce que ces ordres d'achat-vente à la milliseconde ont un impact ou pas sur justement soit les entreprises, si c'est des actions par exemple, les entreprises qui sont concernées, est-ce que leur politique climatique va être impactée par nos achats-ventes, ou si c'est par exemple des États et qu'il y a donc des obligations, donc des dettes qui sont un autre produit financier, un autre marché, est-ce que ça va avoir un impact sur la politique de ces États? Je commence à me poser ces questions-là, à creuser justement tout ce qui est la politique de la finance verte, politique climatique d'HSBC, que je mets en parallèle avec les derniers travaux du GIEC. Donc voilà, tous les événements qui ont fait prendre conscience, il y avait aussi le rapport 1.5 du GIEC d'octobre 2018. Et je commence du coup à rassembler toutes ces informations et à les croiser justement avec la politique climatique d'HSBC. Et c'est là que je me rends compte que dans toutes mes études, dans toute la modélisation probabiliste, financière, statistique, tout ce qui fait en fait la finance, et voilà, pour avoir fait des études très longues, je pense avoir vu plusieurs facettes de la finance théorique, ces aspects sont complètement inexistants. C'est un point aveugle total de la finance dans toutes nos manières de penser notre métier, de penser notre travail au quotidien. Ça n'intervient jamais, les limites planétaires, et c'est vraiment un non-sujet. Et même du coup, les politiques climatiques d'HSBC, des grandes banques en général, donc notamment les obligations vertes, ce qu'on appelle donc des dettes vertes, même ça, c'est adossé à aucun critère
quantitatif pour savoir est-ce que véritablement il y aura un impact positif sur la biosphère avec ce produit vert. Même HSBC le reconnaît de leur propre aveu, on est incapable de déterminer si les effets négatifs, par exemple, d'une éolienne, d'un panneau solaire ou même certaines obligations vertes peuvent financer même des, comment dire, des extensions pétrolières. Est-ce que les conséquences de cette extension pétrolière sera positives sur l'environnement? Ça peut être pour voilà, raviver une forêt, par exemple. C'est absolument pas le cas. Mais ça pourrait être pour ça. Ben, on n'en sait rien. Juste, on émet des obligations qu'on appelle vertes, mais qui derrière n'ont absolument rien d'autre de vert que le nom. Et donc c'est ça que j'arrive à décortiquer avec plein de rapports là aussi assez creux de la part d'HSBC qui répètent plus ou moins les mêmes choses et qui, dans tous les cas, c'est une ligne où ils disent mais voilà, malgré tout le beau tableau qu'on vous a dressé, on n'est absolument pas sûr de l'effet qu'aura notre produit. C'est là où vraiment je commence à me rendre compte de l'ampleur du problème et que je commence à rédiger ce rapport à la direction de ma hiérarchie. D'accord. Et donc, en fait, il y a deux aspects. Il y a d'une part le fait que la finance elle-même ne prend pas du tout en compte, dans ses modèles classiques, les limites planétaires et l'impact de la finance sur la biosphère. Mais ce que vous dites, c'est que même dans la finance verte, entre guillemets, même dans les efforts auxquels les banques ont été forcées vu la crise climatique et vu certaines limites posées par les États, même dans ce secteur-là, en fait, il y a très peu d'impact et il n'y a pas de possibilité de prendre en compte la biosphère. Exactement. Ils se mettent très tard sur un sujet qu'ils ont négligé pendant trop longtemps. Le rapport Meadows et limites de la croissance, pour ne citer que lui, c'est 1972, c'est très vieux. Et le centre de développement durable, de finance durable d'HSBC, qui est considéré comme un des leaders du secteur, date de 2017 ou 2018. Donc, ils se mettent extrêmement tard sur ce sujet. C'est Mark Carney, le président, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est un des premiers, a fait un discours assez alarmant sur le fait que la finance naviguait complètement à l'aveugle. Donc ça date de 2015. C'était juste avant la COP 21. Donc ça a eu un petit électrochoc, un petit effet, mais plus pour l'opinion publique, je pense, qui du coup a forcé les banques à s'adapter pour dire vous inquiétez pas, on va créer des centres, on va créer des rapports, on va développer la finance verte, on va développer ces obligations vertes. Donc ils s'y mettent extrêmement tard. Moins de 1% de toute la littérature économique et financière des plus grands papiers de recherche utilise le mot climat ou le mot énergie. Donc c'est vraiment pour eux un impensé, ça n'a aucun rapport avec leur métier d'après eux. Alors que, comme je démontre dans le livre, il y en a un qui est évident et dont on pourra parler un peu plus tard. Mais et voilà, et en plus, même cette finance verte qui est très tardive, etc., et qui dans tous les cas ne remet pas en question toute la finance marron, toute la finance grise d'avant, c'est juste on rajoute un petit quelque chose qu'on appelle vert sur quelque chose de très problématique, que je vais expliquer pourquoi, tardivement, et même ce petit vert, on n'a aucun moyen d'évaluer si ce petit vert est vraiment vert. Donc c'est vraiment double peine, on va dire. Oui, mais du coup, quel lien faites-vous entre la finance au-delà d'HSBC et la crise écologique? Alors ça c'est quelque chose où vraiment j'ai pu faire le test avec mes collègues et même avec des amis, etc. depuis à peu près plus d'un an, enfin voilà, depuis le moment où j'ai commencé à rédiger ce rapport. Vraiment l'intégralité du secteur de cette industrie, de l'industrie financière, même des économistes, n'ont aucune idée de ce que je vais dire alors que c'est une évidence, pourtant qui a été démontrée depuis aussi là au moins une dizaine d'années. La croissance économique, le PIB, la croissance du PIB, qu'on mesure aujourd'hui comme ça, est causée et corrélée et est causée, c'est les deux, c'est une corrélation, une causalité, à la croissance énergétique. Depuis une soixantaine d'années, depuis au moins même depuis le début de la révolution industrielle, il y a un siècle et demi, et sur tous les continents. Or, cette croissance énergétique, aujourd'hui, est composée à 85% d'énergie fossile, gaz, pétrole et charbon. Donc, la finance, l'économie, les économies, les États ont besoin de croissance. Et quand on parle de croissance, c'est pas juste, voilà, il y en a qui sont plus intelligents que les autres, qui vont rapporter plus d'argent que les autres. C'est à l'échelle macroéconomique, sur tous les continents et sur des dizaines d'années, ça a simplement correspondu à une croissance énergétique. La Chine, le miracle chinois, comme on a appelé, du début des années 2000, fin 90-2000, où il y a eu plus 10% de croissance économique, ça se superpose parfaitement avec plus 10% de croissance d'exploitation de charbon, de production et de consommation. Donc
ça, c'est quelque chose où même, du coup, HSBC fait 90% encore de leurs profits en Asie et en grande partie en Chine, grâce justement à leurs relations privilégiées qu'ils ont avec Hong Kong. Et voilà, c'est complètement schizophrénique d'un côté de dire on veut être les leaders de la finance verte et d'un monde bas carbone, et d'un côté tout miser sur la forte croissance chinoise. Ils le disent explicitement, on veut miser sur la forte croissance chinoise et un monde bas carbone. Donc c'est complètement schizophrénique, et je pense que même la plupart des gens qui ont écrit ces rapports que je décortique dans mon livre ne sont peut-être pas au courant de ça, alors que c'est de plus en plus remis en question cette idée de croissance verte, qu'on pourrait découpler la croissance économique et en faisant moins d'impact sur la biosphère, parce que on parle des gaz à effet de serre, de la consommation de fossiles, mais il y a aussi les rejets de métaux lourds, les contaminations des eaux, des sols. Il y a tout un tas de nuisances écologiques, environnementales dues à la croissance économique qui ne sont même pas comptées. Mais c'est quelque chose de plus en plus de papiers de recherche le mettent en avant, font la corrélation et prouvent statistiquement la corrélation, la causalité, prouvent que c'est impossible de dissocier les deux, peu importe aussi fort qu'on le veut, c'est impossible de le faire. Et donc il faut s'adapter, préparer une forme de décroissance qui sera soit subie, soit choisie. Le débat n'est même plus entre croissance-décroissance, le débat est entre croissance choisie ou subie. La fin des énergies fossiles et de la croissance énergétique facile, comme on l'a eu ces dernières années, va sonner la fin de la croissance économique aussi. Et ça, aucun modèle financier qui a causé cet état de fait n'est adapté, n'est préparé à ce tarissement des ressources. Et comment est-ce que les personnes avec qui vous travailliez au passé, et peut-être qui sont restés vos amis pour certains, ou les personnes avec qui vous avez étudié la finance, comment est-ce qu'elles réagissent quand ils et elles réagissent quand vous leur expliquez ça? Est-ce qu'ils parviennent à comprendre, ou ils font de la dissonance cognitive, ou comment ça se passe? Certains, enfin voilà, c'est vrai que j'ai pas mal de profils notamment en fonction de l'âge. C'est vrai que les plus jeunes de mes amis, donc ceux qui ont mon âge avec qui j'ai fait mes études, sont tout à fait de plus en plus conscients de ça. Eux aussi sont assez choqués du fait qu'on n'en ait jamais entendu parler pendant nos études de, entre guillemets, haut vol, où vraiment on a cravaché pendant, moi, presque 10 ans. Et mes amis qui ont fait, enfin voilà, pour rentrer dans la finance aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Il faut quasiment avoir un doctorat pour entrer dans la finance quantitative et dans le trading. On est vraiment en colère de se dire qu'on a mis autant de temps à s'en rendre compte, mais ils se disent, aujourd'hui, voilà, je préfère mettre un peu de côté, me protéger, moi, ma famille pour plus tard. Mais je sais que tu as raison, mais voilà, j'ai peur, j'ai un peu peur. Et plus on monte un petit peu dans l'âge, j'ai l'impression, donc pour en avoir parlé à mon boss direct ou pour mon N+4 à HSBC qui est dans le top 10 du management d'HSBC, là par contre on va plus être dans une forme de déni, cynisme, c'est-à-dire soit ne remettre en question ses résultats, que ce soit l'accélération du changement climatique, de la concentration de CO2, de l'extermination des espèces. On va dire, ah, mais est-ce qu'on est sûr de comment on a calculé la température il y a 100 ans? Est-ce que c'est pas un peu, on n'en fait pas un peu trop? Même des gens avec des doctorats en physique peuvent se dire, remettre en question presque certains résultats avérés et indiscutables. Ou alors, c'est, voilà, on en a conscience, mais on m'a dit aussi de garder espoir. La technologie est imprévisible, on ne sait pas ce qui peut arriver, ça va dans le bon sens, la finance durable va dans le bon sens. Je comprends, voilà, c'est bien que les jeunes s'impliquent dans ces questions et soient tout fous en quelque sorte et impétueux, mais voilà, reste un peu à ta place, calme-toi, il y a d'autres gens qui réfléchissent à ça, on va y arriver et garde espoir. Et donc, ils intègrent à moitié ce que je leur dis, ils ne veulent pas vraiment l'entendre, l'écouter. Et derrière, voilà, c'est cette incitation, injonction à l'espoir, sans pour autant prendre des actions concrètes. Donc, plusieurs profils, on va dire, psychologiques. Et par contre, comment a été reçue à la fois à l'époque votre lettre de démission, mais aussi maintenant votre ouvrage dans des milieux plus écologistes comme le nôtre, mais peut-être aussi plus militants, parce que vous parlez, enfin plus activistes de terrain, vous parliez de Extinction Rebellion, je ne sais pas si vous avez encore des liens avec eux, mais comment est-ce que votre travail est reçu auprès de ces milieux-là? Il est plutôt très bien reçu.
c'est vrai que, enfin voilà, le livre est tout récent, donc je ne peux pas trop encore avoir de recul dessus sur le retour que ça a. Mais voilà, en tout cas sur la lettre ouverte, c'est vrai que j'ai eu un petit succès d'estime. Ça a un peu ému la toile parce qu'un blog qui avait une certaine notoriété sur Facebook l'a diffusé. Tous les grands médias évidemment m'ont boudé, donc c'est vrai que j'ai pas eu un retour peut-être assez représentatif, massif. C'est déjà des gens qui étaient, voilà, pour pas le nommer, ça s'appelle Mister Mondialisation. C'est eux ce blog en ligne qui m'a relayé. Donc ceux qui déjà étaient sensibles à cette cause, qui suivaient Mister Mondialisation, évidemment, étaient de mon côté, m'ont soutenu, m'ont dit qu'il devait y en avoir plus des comme moi, que ça montrait que l'espoir n'était pas complètement mort, enfin voilà, donc j'ai eu vraiment des retours très flatteurs de la part de certains de ces milieux militants, de certains activistes. Enfin, voilà, j'ai pu faire vraiment des rencontres exceptionnelles, dont la personne qui nous a fait nous rencontrer, qui m'a permis de venir ici aujourd'hui, que je remercie, Luce, aussi, que j'ai rencontré grâce à cette lettre ouverte. Ce livre aussi, et j'ai pu l'écrire grâce à une des personnes, un activiste justement qui m'a rencontré sur les réseaux et qui m'a contacté suite à ma lettre ouverte. Donc vraiment plein de rencontres ont été possibles, très positives, mais enfin voilà, j'ai pas je pense, de regard assez peut-être global sur le monde de l'activisme écologique. Et ils étaient étonnés ou au contraire, ça ne les surprenait pas ce que vous disiez du rapport entre finance et croissance, croissance et Économique crise et énergétique. écologique. Ouais. Mais écoutez, j'ai pu faire le test même hier, même avec des gens assez militants. C'est vrai que c'est pas forcément évident en fait. C'est assez intuitif pour la plupart des activistes, des militants, le fait que voilà, la finance appauvrit les gens, les dépossède, les aliène, que voilà, l'économie de marché va dans le mur et bénéficie juste à une poignée. On a cette intuition, on va dire, sociale de la nuisance de la finance. Mais c'est vrai que cette, on va dire, démonstration un petit peu technique, que j'essaye vraiment de rendre le plus accessible possible, mais voilà, en la soutenant rigoureusement pour qu'elle soit inattaquable d'un point de vue technique, mais voilà, j'essaie de vulgariser. C'est vrai que c'est pas encore complètement, pas acquis, mais voilà, c'est pas encore complètement évident pour tout le monde, même dans le milieu activiste où j'ai pu faire l'expérience hier, justement dans une autre librairie. Parchemin qui regroupait des gens plutôt convaincus et alliés à la cause. C'était voilà, très peu de gens, une poignée de personnes sur plusieurs dizaines connaissaient le lien entre les deux. Donc je pense que voilà, même un ingénieur, un financier peut donner peut vraiment contribuer à sa manière, voilà, d'un point de vue plus académique, de recherche universitaire, à l'argumentaire dont on a besoin, qu'on a besoin de construire tous ensemble, les activistes et les autres, pour justement se battre contre toutes ces fausses solutions en fait que nous impose la finance, les États, les multinationales. Au final, c'est toujours les mêmes arguments qui vont revenir, que ce soit Total, Emmanuel Macron ou le président de HSBC. Ça va toujours être les mêmes arguments de énergie renouvelable, finance verte, croissance verte, recyclage, capture de CO2. Au final, c'est une poignée d'arguments qui reviennent toujours. Il y a les mêmes contre-arguments en face qu'on peut leur opposer. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment une complémentarité peut-être à faire entre certains dissidents, certains anciens financiers qui sont dissidents et qui sont en dissonance cognitive profonde et qui ont vraiment envie de quitter ce système, et les activistes de longue date qui sont déjà convaincus juste pour la dimension sociale, qui n'ont pas eu besoin d'une avalanche de chiffres, de graphiques, etc. pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Mais voilà, certainement, les gens qui sont issus de mon milieu ont plus besoin de chiffres, malheureusement, pour être convaincus que de palper une réalité, parce que voilà, on est dans des tours d'argent, on est un petit peu coupé du monde, on est un peu hors sol, faut le dire. Donc voilà, on a besoin peut-être de ces chiffres, de l'état du monde modélisé, pour se rendre compte qu'il y a un problème et ensuite agir. Et est-ce que vous pensez, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre, donc peut-être que vous y répondez dedans, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des financiers qui étaient conscients de cette corrélation entre la croissance de la dépense énergétique et la croissance économique, et qui auraient pu servir? Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte historiques qui vous inspirent aujourd'hui, ou est-ce que ce lien est vu depuis longtemps, ou est-ce que c'est vraiment une prise de conscience
qui est issu des rapports du GIEC? Non, il y a vraiment, enfin voilà, j'ai cité le GIEC, mais il y a plein d'inspirations. Donc dans le livre, justement, je remets en question beaucoup. Je fais une critique que j'espère constructive à la fois du GIEC. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains membres du GIEC, anciens et actuels. Et voilà, et des experts, on va dire, du climat que je remets en question dans le livre. Mais voilà, c'est aussi Gaël Giraud que je cite beaucoup, là aussi que je remets en question sur pas mal d'aspects, mais qui voilà, a fait un travail essentiel de déconstruction de certains mythes autour de la finance, notamment de la finance verte, et qui justement déjà fait le lien. On a quasiment la même formation, lui et moi, on est analyste quantitatif, il a fait beaucoup de maths aussi dans le trading, dans la finance. Et non, il a depuis voilà, une dizaine d'années, il fait un travail exceptionnel de recherche pour justement démontrer ce lien. Je cite un de ses rapports de recherche, le lien entre les deux. Donc, et c'est un peu un lanceur d'alerte. Il a quitté la finance lui aussi il y a une dizaine d'années. Il a fait un livre exceptionnel, Illusion financière, que je cite beaucoup, mais que je remets en question à la fin, mais qui est très utile en tout cas, qui sert vraiment à comprendre bien les choses. Et donc voilà, ça a été un des exemples d'anciens financiers, en quelque sorte lanceurs d'alerte, qui m'a inspiré sur le moment. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que voilà, donc, je vous ai parlé de l'ignorance, du déni, et il y a aussi voilà, le cynisme, mais il y a aussi le cynisme de l'extrême, où certaines personnes sont encore en finance, ne comptent absolument pas lancer l'alerte, sont conscients du lien entre croissance économique et croissance énergétique, déplétion des sols, de l'eau, acidification des océans, sont tout à fait conscients de ce lien. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à spéculer là-dessus. Donc c'est vraiment un état de fait qui, enfin, c'est même plus, on peut même plus être révolté face à ça. C'est maintenant voilà, faut commencer vraiment à se proposer une action. Et c'est ce que je propose à la toute fin de mon livre, où voilà, où le titre de faire sauter la banque prend tout son sens. Et j'allais venir là-dessus justement, parce qu'effectivement, ce titre est, si pas provocateur, en tout cas radical. Ouais, tout à Bon, fait. demain, on a Hervé Kempf qui vient parler de que crève le capitalisme. Ça donne aussi une certaine... Peut-être que vous aurez des échos il y aura des échos entre vos deux livres. Mais en tout cas, faire sauter la banque, c'est une proposition radicale. En quoi ça consiste, entre guillemets? Est-ce que c'est des régulations d'État? Est-ce que c'est des gestes que peuvent prendre n'importe quel consommateur ou client des banques? En quoi ça consiste pour vous? Alors, j'espère que j'aurai fait un travail assez convaincant sur le fait que l'État ne fera absolument rien pour juguler la crise climatique. C'est une structure qui organise l'économie mondialisée, qui organise le capitalisme et qui, coûte que coûte, va défendre ces multinationales les plus puissantes. Ou si ils ne peuvent pas le défendre, vont se faire attaquer par d'autres multinationales, tout ce qu'on connaît sur les tribunaux d'arbitrage, les contrats supranationaux. L'État, aujourd'hui, d'après moi, n'est pas une solution. Donc la régulation d'État, je n'y crois absolument pas. L'État a programmé sa propre impuissance, notamment donc, sur la finance, le trading algorithmique, ce que je connais le mieux, en se dotant de moyens dérisoires par rapport au privé, en lâchant la bride complètement, dès qu'il y a un scandale, on rend flou, on protège. Voilà, l'État, les États des pays les plus riches du monde aujourd'hui ont besoin de la finance, ont besoin de leurs banques, de leurs géants bancaires pour prospérer, pour faire de la croissance, pour être puissant, etc. Donc s'attaquer, faire de la régulation vraiment contraignante de la part d'un État contre ses propres banques, ce serait une forme d'automutilation. Aucun État n'est prêt à consommer ça. Et on est un peu dans une forme de théorie des jeux. Quelques auteurs aussi suggèrent cette idée que voilà, c'est un peu le premier qui bouge qui va se faire shooter, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui serait intéressant à modéliser d'un point de vue étatique, mais aussi d'un point de vue bancaire. Ce serait peut-être l'objet de prochains travaux que j'aimerais bien expérimenter. Mais voilà, comment est-ce qu'un acteur peut bouger, sachant que si un acteur assez gros bouge dans le sens vraiment écologique, donc dans une forme d'automutilation, c'est-à-dire d'avoir moins de puissance de destruction, moins de dépenses, de gabegie énergétique, comme il le fait aujourd'hui, si l'État est assez gros, normalement, ça peut entraîner les autres. Si une banque aujourd'hui tombe, normalement, ça peut entraîner les autres. Donc, il y a tout un problème de théorie des jeux qui serait intéressant à modéliser pour ne serait-ce que conceptuellement s'y retrouver. Moi, ce que je propose, donc, c'est pas non plus d'un point de vue du consommateur. D'après moi, on n'est pas dans un problème de surconsommation, on est plus dans un problème de surproduction. J'essaye vraiment de renverser cette échelle en disant que voilà, c'est pas tous les pays du monde, tous les habitants du monde qui sont réunis un jour démocratiquement pour dire nous voulons des banques too big to fail, c'est-à-dire impossible d'aller en prison, impossible de tomber. Nous voulons de l'asphalte partout, des voitures partout. Enfin voilà, personne s'est réuni de manière démocratique pour décider ça. Ça a été imposé
par une minorité de personnes qui aujourd'hui ont créé des structures qui sont extrêmement dures à combattre. Et donc les propositions que je fais pour faire sauter la banque, sans trop spoiler à la fin du livre, c'est déjà, enfin voilà, je donne des idées pour, on va dire, des lanceurs d'alerte potentiels qui sont actuellement en finance dans la banque, des gens qui, comme moi, il y a un an, voilà, viennent de commencer. Je pense que dès un an d'expérience dans une banque, avec une culture de sécurité appropriée, on peut vraiment menacer les intérêts d'une banque. Mais on va dire ce que je propose, peut-être pour être plus à la fois concret sans trop trahir la fin du livre, c'est déjà, je pense, d'être capable de résister aux fausses solutions. C'est vraiment quelque chose au moins quelque chose, je suis sûr à 100%, j'espère que je le réalise dans le livre, au-delà des autres solutions que je propose, mais au moins il y en a une qui pour moi est fondamentale et qui malheureusement est complètement délaissée par la recherche, l'éducation et de très haut vol, c'est d'être capable de résister à ces fausses solutions dont je parlais tout à l'heure, donc tout ce qui est énergie renouvelable, qui sont récoltées, raffinées, transportées, extraites dans des conditions épouvantables dans certains pays comme le Congo, etc. Tout ce qui est énergie renouvelable, les voitures électriques, la capture du carbone, le recyclage, c'est vraiment plein de choses qui nous freinent à l'action en fait, et freinent la réflexion aussi, parce qu'on se dit voilà, c'est déjà tout fait. D'autres le décident pour nous, justement certaines élites, certains technocrates le décident pour nous. Et ça fait 60 ans à peu près, depuis que l'écologie politique existe, qu'on entend les mêmes rengaines. Donc déjà, résister aux fausses solutions. Je pense aussi développer une autonomie, c'est-à-dire essayer le plus possible de se désengager de l'emprise des banques et de l'argent. Donc en essayant vraiment de créer des sociétés qui soient plus marchandes. Donc ça, c'est vraiment une réflexion très lourde, très profonde et de réappropriation de la nature, d'exode rural, d'être capable de se réapproprier des savoir-faire, des moyens de subsistance qui dépendent plus de cette méga machine mondialisée. Et donc là, voilà, c'est tout ce qui est autour de la permaculture, des jardins partagés, des maisons des peuples. Plein d'alternatives existent déjà et je pense méritent d'être plus entendues, plus connues. Et c'est même personnellement quelque chose que je vais m'appliquer en allant justement apprendre à faire de moi-même ce dont je me nourris, ceux qui me nourrissent, ceux qui me soignent, etc. Et la dernière étape, qui est peut-être la plus compliquée, on va dire, à entendre et qui est la moins audible, c'est celle de l'action directe et d'une dimension offensive à la lutte. Et c'est là où voilà, je donne quelques idées de sabotage qui pourraient donc être mises en place par d'autres que moi à mon même poste, avec juste un an d'expérience sur tout ce qui est les algorithmes de trading, de potentielles fuites d'algorithmes de trading peuvent tout à fait s'envisager, par exemple, pour un autre que moi à la même position devant son ordinateur, surtout en télétravail, c'est assez pratique pour pouvoir prendre son écran en photo sans que personne s'en aperçoive. Mais il y a quelques idées que je donne, dont celle-ci, de faire fuiter par exemple de faux algorithmes. Et mais voilà, même aussi sans. Donc ça, c'est si on est dans la banque, mais si on n'est pas dans la banque, si on est à l'extérieur de la banque, je donne aussi. Donc voilà, c'est peut-être très radical ce que je vais dire, mais c'est aussi je pense que il faut pas avoir peur, par exemple, de s'attaquer aussi aux tours d'antennes de trading haute fréquence. C'est des antennes qui sont connues, on sait où elles sont. Il y en a qui ont compris, qui prennent acte que les États ne comptent rien faire pour juguler l'extraction, l'extractivisme, le productivisme et ce qui cause le changement climatique et qui se sont attaqués directement déjà aux antennes 5G, par exemple en France, en Angleterre et partout ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qui rentre dans une tradition de résistance, comme ont pu le faire les résistants pendant la Seconde Guerre, comme ont pu le faire les Black Panthers contre la ségrégation aux États-Unis, ou même les suffragettes en Angleterre pour le droit des femmes. Il y a plusieurs mouvements qui s'inspirent justement de ces luttes passées, de leurs échecs, de leurs limites et de leur potentiel, pour justement l'appliquer aujourd'hui très concrètement à un monde qui s'emballe et qui n'a plus de conducteur, à un train fou lancé sans frein. Et voilà, il faut que ce train déraille d'une manière ou d'une autre. Et je propose quelques idées comme ça. Mais voilà, c'est vraiment graduel. Pas tout le monde en est capable. Ceux qui sont capables de ça, il faut absolument pas qu'ils en parlent. Moi, je me permets d'en parler parce que justement, là aussi, c'est une des techniques, une des intuitions que je propose, que j'ai lues justement suite à mes découvertes de l'écologie politique et de l'écologie radicale, c'est qu'il y a les visages découverts
que j'essaye du coup de faire du mieux que je peux, et les clandestins. Et personne ne peut avoir un pied dans les deux mondes. Il faut vraiment bien séparer ces deux-là. On a un objectif commun, mais on a des moyens complètement différents. Et donc, moi, je peux me permettre d'en parler, mais je ne ferai rien d'illégal. Et par contre, j'encourage et je vais essayer donc de baliser le terrain le plus possible pour ceux qui seraient prêts à mettre justement leur corps en danger en quelque sorte pour réaliser des actions de sabotage. Je pense qu'on ne peut plus nier cette dimension offensive de la lutte. Il faut des dimensions défensives, ce que j'appelle défensives, c'est-à-dire quitter son emploi quand il est nuisible, créer des jardins partagés, s'intéresser à la permaculture, résister aux fausses solutions en décortiquant toutes les solutions toutes faites, toutes simplistes qu'on nous raconte depuis des dizaines d'années. C'est nécessaire, mais ce ne sera jamais suffisant. Pour moi, une solution nécessaire et suffisante intègre une dimension défensive et offensive. Merci pour ça. Alors, je crois savoir que vous avez aussi une initiative que vous portez avec votre compagne. Tout à fait. Qui s'appelle Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots. Exactement. Merci beaucoup de me lancer sur cette association. Donc voilà, dans la continuité de cet esprit de essayer de faire quelque chose qui nous ressemble le plus possible et qui soit en accord, en adéquation avec ses valeurs et avec ses possibilités, ses faiblesses, etc. Avec ma compagne, nous avons réfléchi donc pendant plusieurs mois à qu'est-ce qui nous ressemble et pourrait contribuer à la lutte écologique à visage découvert. Et on a eu cette idée d'association suite à ma démission et suite à sa propre démission donc, de logisticienne au Programme alimentaire mondial de l'ONU, où elle s'est rendue compte justement que toute la dimension écologique était un artifice là aussi de la part de l'ONU, que rien n'était pareil de quantifié sur que ce soit les véhicules électriques ou les énergies renouvelables ou même la promotion de la croissance verte. Ce sont des choses que même l'ONU fait malgré leur devoir de vigilance. Et donc, dans la même démarche que la mienne, ma compagne donc, a réalisé un rapport à l'intention de sa hiérarchie qui fait un état des lieux, un constat qui décortique les fausses solutions, explique pourquoi ce sont des fausses solutions, la compensation carbone aussi, qui sont en fait des droits pollués pour les multinationales, etc. Et les liens troubles qu'entretient l'ONU aussi avec certaines grandes puissances multinationales et milliardaires. Et ensuite, plusieurs actions. En fait, il y a un plan d'action du plus facile, on va dire, au plus difficile. Et en fait, de cette idée, donc forcément, ça a été rejeté en bloc par sa hiérarchie. On a tout de suite trouvé plein de problèmes pour ne pas mettre en œuvre, ne serait-ce que le début de la proposition, qui était une formation pour tous les employés. Et donc, en fait, partant de cette initiative commune qu'on a eue, on a pensé à Vous n'êtes pas seul, qui serait en fait une association permettant à des cadres comme nous, des jeunes cadres souffrant de dissonance cognitive entre leur travail et leurs valeurs, de se mettre en réseau, de réunir des connaissances d'initiés sur les nuisances de leur secteur qu'ils auraient identifiées. Donc dans mon cas, c'est la finance de marché. Dans le cas de ma compagne, ce serait la logistique humanitaire. Mais voilà, ça peut être décliné en fait dans toutes les spécialités qu'on enseigne en école d'ingénieur, en école de commerce. La mécanique, l'informatique, le pétrochimie, etc. Et donc voilà, vraiment réunir une sorte d'encyclopédie de toutes ces nuisances de l'intérieur pour ensuite permettre à ces personnes-là de lancer l'alerte. Donc on n'aura même pas forcément d'intervention spéciale, juste qu'on va les aider en amont, ce qu'on aurait voulu pour nous-mêmes, que quelqu'un nous accompagne, nous conseille, nous aide sur savoir quoi regarder, même psychologiquement, rien que psychologiquement, justement, faire en sorte que ces gens-là se sentent moins seuls, parce que c'est vraiment on évolue, une fois qu'on sort de grandes écoles, qu'on est dans des grandes universités, dans des grandes entreprises, on évolue vraiment avec une mentalité qui, je pense, est assez sociopathologique, de personnes qui sont capables d'une apathie assez forte, de ne pas se poser de questions sur les conséquences sociales de leur travail. C'est peut-être encore plus vrai en finance qu'ailleurs, mais je pense que dans beaucoup d'industries, des gens qui travaillent chez Total, etc., je pense aussi souffrent de ça, certains. Mais voilà, la plupart, en tout cas, ne doivent rien dire, ne doivent pas penser aux conséquences de leur métier. Et le peu qui se posent des questions se sentent soit complètement marginalisés, soit complètement seuls, ne peuvent en parler à personne. Et on peut en souffrir, on en a beaucoup souffert personnellement. Donc on veut au moins accompagner psychologiquement ces gens-là. Et pour ceux qui sont prêts à le faire, vu que justement ils ont un pouvoir de dénonciation énorme, vu que ce sont les employés, ce sont ils ont vu de l'intérieur leur entreprise, leur permet de lancer l'alerte sur leur métier, leur secteur ou leur entreprise, voire les trois en même temps. Et donc voilà, c'est vraiment, on espère là aussi balayer un peu tout le spectre de la radicalité pour faire le pont entre les modérés, réformistes et les radicaux,
Donc de juste celui qui veut lâcher son travail et au moins donner un témoignage public de sa reconversion dans la permaculture, dans un éco-village, dans un jardin partagé. Faire un témoignage public de sa reconversion, ça peut aider beaucoup de gens à se projeter. Si c'est quelqu'un qui a fait les mêmes études que moi, les mêmes écoles, qui a travaillé dans la même la même multinationale que moi, ça aide. Donc voilà, ça peut être quelque chose de très gentil. Un peu moins gentil, qui est un rapport qui dénonce et qui décortique et critique toutes les fausses solutions de son employeur, comme j'ai pu le faire avec HSBC, ma compagne avec l'ONU, mais vraiment avec que des ressources, des références publiques, rien de privé, rien d'illégal. Et on élargit le spectre jusqu'au lanceur d'alerte, on va dire au sens plus classique du terme, c'est-à-dire celui vraiment qui fait fuiter des informations sensibles et confidentielles, où là on va être accompagné par un ami que Maxime Renaï, qui est lanceur d'alerte, qui a travaillé dans les paradis fiscaux à Jersey, qui voilà, connaît très bien le monde de la finance offshore, de l'opacité de la finance, et qui commence déjà, lui, depuis un peu plus d'1 an maintenant, avec justement sa plateforme, son association lanceursdalerte.org, à réunir des informations, mais d'ouvriers, de salariés, mais même aussi de cadres, pour justement leur permettre à ces cadres-là ou à ces ouvriers de dénoncer leur hiérarchie et de mettre en lumière certains schémas d'évasion fiscale, donc avec des informations confidentielles. Donc Maxime a déjà un peu ce recul-là que nous, on n'a pas du tout pour le moment sur cette dimension moins légale, on va dire, et encore plus offensive. Mais voilà, on aimerait bien avec notre association balayer ce spectre et du coup être une plateforme d'information en fait pour des cadres actuels ou même des jeunes étudiants qui se posent des questions sur certains secteurs, leur permettre de savoir précisément dans quoi ils vont évoluer. D'accord, je ne sais pas si c'est passionnant tout ça, ça me fait réfléchir énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose, parce qu'on arrive bientôt au bout de notre heure de conversation, qui était très intéressante, mais Merci. je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Si je voulais ajouter quelque chose, peut-être ce serait de vraiment à l'échelle même individuelle, ne vraiment pas être seul avec ces questions. C'est des prises de conscience où là on a l'impression peut-être que j'en parle de manière très décontractée, très détendue, comme si un peu ça m'effleurait. En fait, pas du tout. Enfin, vraiment, on a fait une dépression assez profonde avec ma compagne quand on a pris conscience de tout ça. C'est des sujets assez anxiogènes, à la fois pour soi, pour les autres. Donc voilà, je pense vraiment faut absolument pas rester seul quand on se pose ces questions-là. Il faut vraiment en parler autour de soi, essayer de trouver au moins une oreille attentive. Et après, voilà, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, donc voilà, première chose, je pense, c'est important, surtout pour les jeunes, certainement. Voilà, c'est principalement nous qui allons, notre génération, qui allons subir de plein fouet les conséquences de ces crises multiples. Et donc vraiment, voilà, essayez de ne pas rester seul et de parler, de vous renseigner, de vous cultiver sur ce sujet, c'est très important. Et ensuite, pour peut-être les personnes un peu plus âgées, peut-être la génération de mes parents ou des parents de ma compagne, qui pourraient être un peu effrayés par ce discours, par la radicalité de ce discours, voilà, se dire que pas tout le monde est capable de faire des choses radicales, mais dans l'histoire, en tout cas, ça a été prouvé que c'était nécessaire à certains moments. Et si ça a été nécessaire pour l'occupation allemande, pour la ségrégation des Noirs, pour le manque de droits pour les femmes en Angleterre et ailleurs, c'est complètement nécessaire aussi pour une crise écologique de cette ampleur qu'on vit aujourd'hui. Donc, mais pas tout le monde en est capable. Ne serait-ce que déjà partager un objectif commun et le soutenir, ne serait-ce que spirituellement, c'est déjà un énorme pas. Et voilà, s'il y avait au moins une chose que j'arrive à faire, j'espère, avec ce livre, c'est de créer un petit pont, un tout petit pont très fin entre voilà, le discours dominant de l'écologie qui commence à se rendre compte qu'il y a des crises qui s'enchaînent et voilà, qu'il y a des solutions toutes faites qui sont là depuis 50 ans et qui n'ont pas marché depuis 50 ans, mais qui, voilà, les jeunes commencent à remettre en question tout ça de plus en plus, et un discours beaucoup plus radical qui existe depuis, je pense, au moins un siècle, je pense, avec certains anarchistes naturiens du début du XXe siècle, fin du XIXe, qui voilà, avaient conscience des méfaits de l'industrialisation, de l'extractivisme, du productivisme, du colonialisme, tout ce qui a créé les puissances, les méga-puissances qu'aujourd'hui occidentales dans lesquelles on évolue.
mais voilà, qui déjà depuis le début en fait avait un discours très radical en fait, mais qui est très ancien et qui était très peu audible à l'époque et qui l'est encore malheureusement aujourd'hui. C'est tout ce que je dis, enfin voilà, c'est évidemment ça ne part pas de ma tête à moi tout seul. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu sur ça, et donc voilà, j'espère que ce sera possible que les deux mondes puissent s'écouter et se parler à l'avenir, qu'il n'y ait pas vraiment ce mur entre justement Extinction Rebellion qui de temps en temps avait une position un peu dogmatique de la non-violence. Dès qu'il s'agissait de mettre vraiment son corps en opposition, ou même de faire de l'autodéfense, de s'autodéfendre contre une attaque, que ce soit des forces de l'ordre ou autres, tout de suite c'était vu comme voilà, on se dissolidarise immédiatement, et réciproquement des gens assez radicaux vont ridiculiser ce qu'on appelle les colibris, justement, ceux qui font des petits gestes assez inutiles et qui pensent avoir raison en faisant ça, qui vont tout de suite les décrédibiliser. Ce que vous faites, ça sert à rien. Tous les mouvements de masse, les jeunes qui protestent, qui font les grèves, ça sert à rien. Vous n'êtes pas assez radicaux, etc. Donc j'espère vraiment que voilà, ces deux groupes vont pouvoir de plus en plus se parler. On a vraiment des choses complémentaires à faire les uns avec les autres. Et voilà, et qu'on pourra être ce petit pont avec ma compagne via notre modeste contribution et notre association. Merci. En tout cas, vous m'avez bousculé. Je suppose que qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui auront été bousculées aussi. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'ici à Bruxelles. Merci. Et puis au Bell. Tout le plaisir. Et je vous invite, chers spectateurs, à regarder la suite à partir de 10h30. Merci. Merci beaucoup.